Est-ce que le gluten est vraiment dangereux pour la santé ? On en parle beaucoup par rapport à des problématiques digestives, des problématiques inflammatoires, des problématiques cutanées, de fatigue. On entend beaucoup de choses autour du gluten depuis quelques années, j'ai envie de dire quelques décennies désormais. Alors, pourquoi effectivement certaines personnes vont mieux quand elles arrêtent le gluten ? Est-ce que c'est réellement le gluten qui est le problème ou est-ce que finalement il faut aller chercher le coupable ailleurs ? Et que faire en pratique si justement on veut limiter sa consommation de gluten ? Je vous propose de voir tout ça dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder ce sujet assez délicat, qui est le sujet du gluten. Je dis délicat parce que on a vraiment deux camps, y compris au niveau médical ou paramédical. On a ceux qui sont des anti-gluten et je vais pas dire ceux qui sont pour du pro-gluten, mais en tout cas qui sont des anti-gluten. Pour certains, le gluten est vraiment le grand coupable à bannir absolument de l'alimentation. Et pour d'autres, ce n'est absolument pas un problème, sauf pour une toute petite tranche de la population que sont les malades cœliaques. Donc on va traiter un petit peu de ce sujet qui est très polarisé, très polarisant en fait, en termes d'échanges, y compris encore une fois au niveau des professionnels de santé. Donc je vous propose aujourd'hui de tenter de démêler le vrai et du faux, le vrai du faux à partir des données de la science récente. Alors il y a sans doute beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore et il n'y a aucune vérité absolue derrière ça, mais simplement sur la base des données actuelles, comment on peut y voir un petit peu plus clair, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on parle de gluten, on pense forcément aux pâtes, au pain, aux alcools également, parfois type la bière par exemple. Il faut savoir qu'un Français par exemple va consommer en moyenne 47 kilos de pain par an. Il va consommer plus de 8 kilos de pâtes, il va consommer plus de 6 kilos de biscuits secs et l'équivalent de 30 litres de bière. Donc bien évidemment, tout ça c'est une moyenne, c'est très variable en fonction de chaque personne, mais on voit que en particulier en France, on pourrait parler de l'Italie, on est des très gros consommateurs de blé de manière générale par rapport à d'autres populations qui va peut-être consommer un peu plus de riz, de maïs, etc. Et puis, on a aujourd'hui du gluten partout dans notre alimentation, au-delà simplement des pâtes, du pain, etc. On en a dans tous les fameux aliments ultra transformés dont je vous ai déjà parlé. Je vous renvoie à l'épisode sur le sujet si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, mais c'est vrai que le gluten, on va en parler, a un pouvoir de liant, un pouvoir d'élasticité. Il va permettre aussi parfois de créer un petit peu plus d'épaisseur, de texture dans les préparations. On rajoute même parfois ce qu'on appelle du gluten vital, c'est-à-dire vraiment du gluten très concentré dans les farines de panification. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a certains boulangers qui vont utiliser de la farine directement issue du grain, et parfois on a des usages de mélange en fait de farine et d'additifs. On peut retrouver la vitamine C par exemple, mais aussi des additifs comme le gluten qui va donner plus d'élasticité. Je vais vous en parler, mais ça fait une source d'exposition supplémentaire et c'est vrai que quand vous allez dans les rayons de grande surface, vous allez retrouver des biscuits, vous allez avoir des plats préparés, des sauces, des charcuteries. Aujourd'hui, vous achetez du jambon de dinde, par exemple. Alors, c'est d'ailleurs pas du jambon de dinde, hein, mais on l'appelle comme ça parce que ça ressemble au jambon de porc. Quand vous allez acheter parfois du saucisson, des aliments où vous imagineriez absolument pas qu'on puisse retrouver du gluten, eh ben on en a partout. Donc ça pose le problème du niveau d'exposition par rapport en fait à une exposition il y a encore quelques décennies où c'était essentiellement par des produits bruts issus du blé, si on prend cet exemple, et on verra qu'il y a d'autres céréales qui contiennent du gluten. Ce que je vous propose déjà, c'est de s'intéresser au gluten. Qu'est-ce que le gluten ? Techniquement, en fait, c'est une masse protéique élastique qu'on va retrouver dans les céréales. Donc, notamment, je vous parlais ici du blé. On le retrouve aussi dans l'avoine, dans l'orge. On va voir tout ça. Et il faut savoir que d'ailleurs gluten, étymologiquement, glu c'est colle, c'est-à-dire que c'est vraiment un réseau protéique qui va donner de la viscosité, de l'élasticité quand on va l'hydrater. En fait, plus exactement, c'est un mélange de protéines qu'on appelle des prolamines. Et dans ces prolamines, on va avoir des gliadines
et des gluténines. Donc c'est pas forcément simple à retenir, mais la gliadine ou les gliadines, on estime à peu près 30-40% de ces prolamines, et puis les gluténines, c'est à peu près 40-50% si on prend pour exemple le blé. Et en gros, la gliadine, elle va donner la viscosité, et la gluténine, elle va donner l'élasticité. Et en fait, quand vous allez prendre une recette pour faire du pain, vous allez utiliser donc votre farine, vous allez utiliser de l'eau, un petit peu de sel, un petit peu de levure, de levain, et vous allez pétrir votre pâte. Et le pétrissage, en fait, c'est l'hydratation de ces protéines de gluten qui va permettre en fait d'avoir un maillage, un réseau extrêmement élastique qui fait que sous l'effet de la fermentation, votre pâte plus exactement pour l'instant, elle va gonfler tout doucement, et puis elle va créer cette élasticité, et puis vous allez enfourner votre pain, et là sous l'effet de la chaleur, on va avoir une dilatation qui va être encore plus forte, on va avoir la croûte qui va permettre aussi de stabiliser l'ensemble, et vous ressortez avec vous ressortez votre pain du four avec quelque chose de très alvéolé, de très moelleux, etc. Et d'autant plus que vous allez avoir du gluten dans la pâte. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure par rapport aux méthodes actuellement en termes de boulangerie, de panification. C'est vrai qu'on a de plus en plus de rajouts de gluten pour renforcer encore ce côté-là. Et on verra que ça fait beaucoup de différence avec un pain, par exemple, au levain, qui va être certes beaucoup plus difficile à lever si on a une farine, par exemple, de petit épeautre. Je vais vous expliquer tout ça par rapport à une farine de blé, de froment, entre guillemets, classique. Et surtout quand il n'y aura pas eu de rajout de gluten dans la préparation, parce que effectivement, il n'y a pas cette capacité élastique qu'on va retrouver. Si vous avez déjà fait du pain sans gluten avec de la farine de riz, de la farine de sarrasin, etc., c'est pareil. Vous voyez que votre pain, il lève pas beaucoup. C'est toute la difficulté de savoir comment on va réussir à faire lever notre pain avec ces farines-là. Donc il y a plein d'astuces, etc. Et c'est pas le sujet de les évoquer ici, mais la contrainte principale, c'est de réussir à donner ce qui caractérise un petit peu le pain, qui est ce côté alvéolé, moelleux, et on verra aussi que malheureusement, quand vous utilisez des farines panifiables avec beaucoup de gluten, avec de la levure, en général, c'est des produits qui vont être certes bien moelleux, gonflés, on va dire sur les 24 heures, éventuellement 48 heures, mais très vite après, c'est un pain qui se garde très mal, contrairement à un pain, par exemple, au petit épeautre, qui aura été fait avec du levain. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. En fait, pourquoi parler du gluten et plus exactement de la gliadine, qui est le fragment qui nous pose un petit peu plus problème en termes de santé potentiellement, c'est parce que la gliadine va être riche dans certains composés protéiques qu'on appelle la prolamine, la glutamine, qui sont... il faut savoir que la gliadine, justement, elle va avoir tendance à davantage résister aux enzymes digestives pour permettre cette hydrolyse en prolamine, en glutamine notamment. Et on peut se retrouver avec des fragments de peptides qui sont pas totalement hydrolysés, c'est-à-dire qui sont pas totalement fractionnés. Et on a identifié certains peptides qui pourraient poser problème en termes de santé. Si je rentre un petit peu plus dans le détail, on a parlé du peptide 33-mer, et puis on a d'autres composés comme ça qui vont être classés en fonction de leur position et puis leur nombre d'acides aminés dans la structure protéique. Donc je vous disais, ce gluten, on va le retrouver dans le blé, mais on va le retrouver aussi dans d'autres céréales. En fait, dans le blé, les gliadines, on va plutôt les appeler les alpha-gliadines, pardon. Donc ça, c'est ce qui caractérise le blé, excusez-moi pour être plus clair. Par contre, on a dans le seigle également ce qu'on appelle de la sécaline, qui fait partie de cette grande famille. On va avoir dans l'avoine ce qu'on appelle l'avénine, et puis le quatrième céréale, ou la quatrième céréale, c'est l'orge, où là on a ce qu'on appelle de l'ordénine. Donc en fait c'est un peu technique, mais c'est pour repréciser un petit peu les choses par rapport à ça. Et il faut savoir que dans le maïs, on n'a pas de gluten en soi, mais on a une protéine qu'on appelle la zénine. Et chez des personnes qui sont dites malades cœliaques, dont on va reparler, en fait cette protéine, elle peut déclencher des réponses assez similaires. Alors pas aussi forte, mais avec des symptômes qui s'en rapprochent. On estime chez 10 à 20% à peu près des malades cœliaques. Et pour parler un peu de cette spécificité, concernant l'avoine, de la même façon, chez les personnes qui sont malades cœliaques,
on sait que certaines variétés vont être plus ou moins bien tolérées. On a notamment la variété Nave, donc là je parle bien d'avoine, qui va avoir tendance à déclencher une réponse immunitaire plus forte que d'autres variétés, comme notamment la variété Potenza, Irina. Mais malheureusement, quand vous achetez de l'avoine, un paquet de flocons d'avoine ou autre, vous n'avez pas forcément la variété. Mais j'en parle parce que vous avez peut-être déjà vu des paquets par exemple d'avoine, de flocons d'avoine, sur lesquels il y a le logo avec la mention sans gluten, notamment le logo de l'AFDIAG, qui est vraiment l'association qui fait office de référence pour les personnes malades cœliaques et qui garantit qu'il n'y a pas eu de gluten ni en termes de contamination croisée au moment de la fabrication du produit, mais qu'il n'y en a pas aussi dans les ingrédients, dans les matières premières. Donc voilà, c'est une petite parenthèse sur l'avoine, mais tout ça pour être un peu précis sur le sujet. Et en termes d'acronyme, on parle souvent de SABO pour seigle, avoine, blé, orge, donc il y a vraiment un moyen mémotechnique de se rappeler cette histoire de gluten. Dans le blé, et on va beaucoup parler de blé au-delà du gluten en tant que tel, on a aussi différentes variétés de blé aujourd'hui qui sont disponibles. Vous avez peut-être entendu parler d'hybridation du blé. Donc l'hybridation, c'est pas du tout une mutation, c'est pas du tout un OGM, c'est simplement des croisements, des sélections qui vont faire qu'effectivement, on va parfois utiliser des variétés qui vont être plus faciles à utiliser en termes d'agriculture, de récolte, etc. Et historiquement, si on s'intéresse à la question du blé, on avait des formes diploïdes avec 14 chromosomes. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est ce qu'on appelle notamment le petit épeautre qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus. On parle d'engrain également. Et c'est effectivement une variété ancienne de blé et qui contient le moins de gluten par rapport à du froment, par exemple. Mais surtout, c'est un gluten qui est moins fort, qui est moins résistant, ce qui fait qu'il lève moins quand vous faites un pain au petit épeautre par rapport à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. En version un peu intermédiaire, on parle d'amidonier, on parle de camute. Alors camute, c'est une marque en soi, où là on est sur des formes, encore une fois, un petit peu intermédiaires, tétraploïdes, vous avez 28 chromosomes. Et le petit dernier, d'un point de vue de l'évolution, c'est le froment. On parle aussi d'épeautre ou de grand épeautre, où là c'est des formes dites hexaploïdes et on a l'équivalent de 42 chromosomes. Donc encore une fois, ça fait un peu de technique tout ça, mais pour comprendre que quand on vous parle par exemple de petit épeautre et d'épeautre ou de grand épeautre, en fait on parle pas des mêmes variétés en soi, et ça c'est important, ne serait-ce qu'en termes de tolérance, on le verra par la suite. La grande différence, ou les deux grandes différences d'ailleurs, entre les variétés, c'est, comme je vous le disais, la force du gluten, c'est ce qui va donner l'élasticité, la capacité à se déformer sous l'effet de la chaleur, de la fermentation à la suite de l'hydratation quand on fait la pâte à pain. Et ce qu'on appelle aussi les ATI. C'est des composés, je ne vais pas plus loin parce que je vous en parle après en détail, mais ce sont des composés qui peuvent aussi poser problème, et il y a une confusion très souvent à ce niveau-là quand on parle justement de difficulté à tolérer le blé ou le gluten. Donc j'ai envie de dire que de toute façon, un petit peu en préambule de tout ce qu'on verra par la suite, le vrai problème, si problème il y a, c'est davantage en fait sur, d'une part, le niveau d'exposition qui est très élevé, je vous ai indiqué par rapport aux aliments ultra transformés, et la nature du blé qui va être consommé par rapport à l'industrialisation agroalimentaire, où on retrouve, je me répète, mais volontairement, finalement, du gluten partout. On rajoute du gluten dans les produits de panification. Ça permet de gagner du temps, en fait, également en termes de durée de fermentation. Donc, qui dit temps dit gain d'argent en termes d'industrie. Donc, c'est aussi une explication qui permet de comprendre un petit peu pourquoi on en est là. Maintenant, je vous propose de parler des problèmes potentiels vis-à-vis du gluten. Et on va commencer par la maladie cœliaque, parce qu'effectivement, c'est la maladie officiellement reconnue. Alors, c'est pas d'ailleurs que la maladie, mais je dis la maladie en opposition à ce que je vous expliquerai par la suite par rapport à ce qu'on appelle à tort et communément l'intolérance au gluten. Mais pour ce qui est de la maladie cœliaque,
c'est difficile de la quantifier, mais on estime qu'il y a à peu près 1% de la population qui est touchée. Alors des fois c'est 0,5% dans certaines études, 2% dans d'autres, mais on va prendre une cote mal taillée, on va dire 1%. Et c'est une maladie qui est assez spécifique. Donc c'est une maladie auto-immune, mais qui a cette particularité d'être déclenchée par un composé alimentaire qui est justement le gluten et plus précisément la gliadine que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc quand vous faites une thyroïdite par exemple, quand vous avez un diabète de type 2, quand vous avez d'autres types de maladies auto-immunes, vous allez avoir différents déclencheurs, mais voilà, ça dépendra de la maladie, c'est pas du tout forcément un aliment. Ici, c'est un composé alimentaire qui va faire réagir notre système immunitaire, qui va produire des anticorps, on parle d'auto-anticorps, non pas contre le gluten, mais contre ce qu'on appelle les transglutaminases, qui sont les enzymes qui normalement nous permettent de bien digérer, de bien métaboliser le gluten avec les éléments que je vous ai mentionnés précédemment. Et donc on a des anticorps qui vont se diriger contre nous-mêmes et qui vont produire des problématiques qu'on connaît aujourd'hui, qui vont être des problématiques d'inflammation intestinale. Et qui dit inflammation dit érosion, altération de la muqueuse intestinale, donc des transporteurs au niveau des nutriments. Donc on se retrouve avec des malabsorptions qui peuvent être très importantes et on considère que le diagnostic moyen, il est d'à peu près 12 ans. Parce que, en fait, le temps que on s'aperçoive des conséquences, en fait, de la malabsorption, il faut parfois beaucoup de temps. C'est l'exemple de l'ostéoporose, par exemple, où, effectivement, des personnes découvrent qu'elles sont malades cœliaques parce que elles présentent une déminéralisation osseuse, une ostéopénie, une ostéoporose. Et puis, finalement, on se rend compte que quand on recherche la cause, c'était une malabsorption liée à la maladie cœliaque. Et on considère qu'après, alors c'est sur une étude aux États-Unis, que 10 à 20% uniquement des personnes cœliaques seraient diagnostiquées. Donc en clair, 80% des personnes cœliaques ne savent pas qu'elles le sont, en tout cas pendant un temps important. Et une étude canadienne, québécoise, nous indique que là aussi, donc il y avait une enquête qui avait été menée auprès des médecins généralistes et quand spontanément, en fait, les médecins faisaient la recherche de maladie cœliaque, le diagnostic était multiplié par 32 à 44 fois plus. C'est-à-dire qu'il y avait un niveau de diagnostic beaucoup, beaucoup plus élevé. Alors on pourrait tenir ce discours pour d'autres maladies, parce qu'effectivement, si on devait chercher toutes les pathologies, on pourrait en retrouver chez un nombre de personnes important, mais c'est juste comprendre qu'il y a sans doute un sous-diagnostic de cette pathologie qui, encore une fois, va générer des diarrhées, des malabsorptions, de la fatigue, des carences, l'ostéoporose, etc. Alors, il y a une part génétique, il y a une dimension génétique. On estime que au niveau de ce qu'on appelle le système HLA, donc on parle d'HLA DQ2, DQ8, c'est effectivement le système HLA, notre cartographie immunitaire, un peu notre pièce d'identité immunitaire, et on a différentes analyses à partir du système HLA, et on sait que par exemple que les malades cœliaques sont pour 95% HLA DQ2, et pour 5% HLA DQ8, c'est une prévalence qui est beaucoup plus forte que dans la population générale qui ne déclenche pas de maladie cœliaque. Donc il se passe quelque chose d'un point de vue de la génétique, c'est certain. Et il y a aussi la question finalement du microbiote, de l'écosystème intestinal, qui est sans doute le cœur du sujet. Mais avant de vous parler de ça, juste peut-être vous indiquer les moyens de diagnostic de cette maladie cœliaque. Et là, on va réaliser en général deux méthodes. On va utiliser deux méthodes principales. C'est la mesure des anticorps anti-transglutaminase que je vous ai mentionné précédemment, et une biopsie au niveau intestinal. Et c'est vrai que on a des personnes qui sont des faux négatifs dans la mesure où, en fait, ils ont naturellement arrêté de manger du gluten parce qu'ils savent que ça leur convient pas du tout. Et on fait une biopsie intestinale et entre guillemets, tout va bien. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'exposition au gluten. Donc c'est juste une petite parenthèse, mais qui est importante quand même à avoir à l'esprit. Et on a ces fameux anticorps anti-transglutaminase. Donc là, dans ce cas, c'est juste une histoire de prise de sang et qui nous aide justement pour pouvoir diagnostiquer cette pathologie, encore une fois, qui est de type auto-immun.
Au niveau des formes, on a des formes classiques, des formes qu'on appelle subcliniques, potentielles. Je ne vais pas rentrer là aussi dans trop de détails, parce qu'on pourrait faire un épisode tout entier sur la maladie cœliaque, et c'est pas l'objet. Juste retenir qu'on parle parfois de caméléon clinique, parce qu'effectivement, c'est une maladie qui peut revêtir pas mal de formes. En fait, il peut y avoir au niveau des symptômes des choses difficiles à diagnostiquer. C'est pas spécifique en fait, et c'est ce qui rend aussi la difficulté de diagnostic. Par contre, je vous parlais de ce microbiote et de cet écosystème intestinal. C'est vrai que aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup d'études qui montrent que chez les malades cœliaques, on a ce qu'on appelle des dysbioses intestinales, c'est-à-dire des perturbations de l'équilibre de notre microbiote. Alors après, quid de l'œuf ou de la poule? Est-ce que c'est une cause? Est-ce que c'est une conséquence? On a du mal encore à établir les éléments, mais ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a beaucoup moins de bactéries qui, dans les bonnes proportions, nous sont bénéfiques. Et là, on parle beaucoup de lactobacilles, de bifidobactéries. On a une bactérie qui a été beaucoup étudiée, qui s'appelle Faecalibacterium prausnitzii, par exemple. Et à l'inverse, on a plus de bactéries qui, quand elles sont en excès, peuvent poser plus de problèmes, notamment de type inflammatoire, comme les bactéroïdes, Escherichia coli ou autres. Donc, on a du mal à savoir si, encore une fois, c'est une cause ou une conséquence, mais il y a une part génétique, et on l'a vu avec cet exemple-là, HLA, et puis une part environnementale, en fait, c'est une part liée au mode de vie. Donc il y a le niveau de consommation du gluten, mais il y a aussi en fait tous les facteurs qui peuvent expliquer l'apparition d'une dysbiose intestinale, d'une hyperperméabilité intestinale, on va en reparler. Et ça, j'en ferai un épisode à part entière, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. Et donc ça montre que la question, elle est sans doute beaucoup plus complexe que simplement une question d'exposition au gluten. Et on parle aussi parfois de syndrome poly-A, c'est-à-dire que c'est là où ça renvoie à cette logique de prédisposition génétique, parce qu'on a des personnes qui vont déclencher plusieurs pathologies auto-immunes, dont la maladie cœliaque, ça peut être un lupus, ça peut être une thyroïdite, ça peut être un diabète de type 1 ou autre. Donc, maladie cœliaque, voilà, premier point, et je m'en arrêtais là, parce que je vous dis, on pourrait en parler pendant tout l'épisode. On a ensuite ce qu'on appelle la dermatite herpétiforme. Donc ça, c'est une pathologie qui est moins connue, qui touche pour autant, là aussi, on estime 0,5-1% à peu près de la population. Si je la simplifie, c'est la maladie cœliaque de la peau. C'est-à-dire qu'il y a à la suite de l'exposition au gluten, il y a des petites vésicules cutanées qui vont se former. On a des démangeaisons qui sont importantes. Et on voit également qu'il y a une atteinte de la muqueuse intestinale. Donc, est-ce que c'est une continuité de la maladie cœliaque? En tout cas, on a un terreau qui est assez commun, un terrain, je veux dire terreau au sens génétique, mais on a un terrain qui peut être commun. On a une autre pathologie qu'on appelle l'ataxie au gluten. Donc l'ataxie au gluten, c'est aussi une pathologie auto-immune, sauf que là, les auto-anticorps vont attaquer le cervelet au niveau de l'intestin, au niveau du cerveau. Et j'ai fait le lapsus avec l'intestin parce que je vous parle de l'intestin depuis tout à l'heure, et puis on voit qu'il y a aussi une prévalence de troubles intestinaux qui va être plus importante, mais c'est pas le sujet. Toujours est-il que sur cette ataxie au gluten, ça va plus provoquer des pertes d'équilibre, des troubles de la parole, des troubles de la marche. Et là aussi, on voit que le système HLA-DQ2, les gens qui ont une ataxie au gluten, on retrouve à peu près 70% qui présentent ce système HLA-DQ2. Donc là, il y a aussi une notion génétique qui est forte. Et je terminerai, avant de parler de ce qui est le sujet des polémiques, par une autre pathologie, elle aussi reconnue, c'est ce qu'on appelle l'allergie au blé. Alors là, on n'est pas du tout dans une logique de pathologie auto-immune, il n'y a pas de production d'auto-anticorps. Par contre, c'est une réaction qui est dite allergique. Donc là, on va produire ce qu'on appelle des IgE, et ça va être responsable de rougeur, d'œdème, voire de difficultés respiratoires. Vous connaissez un peu cette réponse allergique exacerbée. On parle aussi d'asthme du boulanger. C'est un peu la forme professionnelle de l'allergie au blé. Et là, on estime qu'à peu près 0,1-0,6% de la population serait touchée par cette allergie. Donc, je clôture le sujet des pathologies reconnues pour lesquelles il n'y a pas entre guillemets, de doute. Et puis, il y a tout le reste. Il y a toutes ces personnes, et vous en faites peut-être partie, qui présentent ce qu'on appelle des troubles fonctionnels, c'est-à-dire des
se font des bobos en hit à répétition. Donc ça peut être des tendinites, donc des tendinopathies. Ça peut être des problématiques plutôt ORL, des sinusites, des otites, des bronchites. Ça peut être des colites si vraiment on est dans une phase inflammatoire, mais plutôt des troubles fonctionnels intestinaux, c'est-à-dire des troubles du transit, des diarrhées, des constipations, une alternance de diarrhée et de constipation, des spasmes, des ballonnements, un état de fatigue de manière générale, des douleurs articulaires par exemple, un brouillard mental, des difficultés à trouver ses mots, etc. Et puis je pourrais continuer la liste comme ça, parce que justement, c'est toute la difficulté, c'est que c'est un peu un fourre-tout fonctionnel, au sens où il y a beaucoup de troubles qu'on pourrait potentiellement attribuer à ce gluten. On va faire le point, mais vous imaginez bien que par rapport à tous les troubles que je vous ai cités, il peut y avoir beaucoup d'origines à ça, et c'est ce qui fait un peu l'objet du débat. Mais est-ce que, si je clarifie un peu la question à ce niveau-là, est-ce qu'il y a une partie de la population qui n'est pas malade cœliaque, qui n'a pas de dermatite herpétiforme, qui n'a pas d'ataxie au gluten, qui n'a pas d'allergie au blé, et je parle bien d'allergie au blé, non pas au gluten. J'espère que je vous ai pas dit de bêtises là dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais quand on parle d'allergie, justement, c'est pas sur la protéine de gluten, c'est vraiment sur le blé. Donc, est-ce que, en dehors de ces populations, on peut avoir des personnes qui déclenchent une réponse de type inflammatoire, de type immunitaire, qui amène aux symptômes que je vous ai indiqués? Et c'est l'objet du débat. Et quand on regarde la littérature scientifique, on commence à en avoir après une bonne dizaine d'années de débats sur le sujet. Et effectivement, on se rend compte qu'on aurait à peu près, alors c'est assez variable en fonction des publications, mais de 6 à 14-15% de la population qui déclencherait ces troubles, ou une partie de ces troubles-là, à la suite de la consommation de gluten, et qui ne sont pas malades cœliaques. Et on a la terminologie d'hypersensibilité non cœliaque au gluten. Donc ça, c'est un peu la terminologie officielle, c'est même pas un peu, c'est la terminologie officielle qui est aujourd'hui utilisée. Et malheureusement, aujourd'hui, quand vous écoutez la radio, les médias, les réseaux sociaux, etc., on vous parle, et certains professionnels le disent aussi, on vous parle d'intolérance au gluten. En fait, l'intolérance au gluten, je vais pas dire qu'elle n'existe pas, mais il faut pas qu'on se trompe dans la sémantique. En fait, une intolérance, c'est souvent lié à un déficit enzymatique. Vous avez par exemple l'intolérance au FODMAP, l'intolérance au lactose, etc. Là, on est dans une problématique immunitaire et protéique, et c'est pour ça qu'on parle d'hypersensibilité non cœliaque, parce que c'est pas une maladie cœliaque, et au gluten, parce qu'effectivement on a identifié le gluten comme étant à l'origine de cette situation. Je dis pas que c'est le cas, mais là je vous pose un peu le constat, et alors je vous entends peut-être d'ici là, de là, si vous êtes un peu anti-gluten, première chose que vous allez vous dire, c'est que c'est un effet nocebo. Je ne sais pas si vous avez en tête cette expression, on connaît bien l'effet placebo. Donc l'effet placebo, c'est le fait que vous pensez qu'une molécule contient, qu'un médicament contient une molécule donnée, et que vous allez guérir finalement grâce à cette molécule, alors qu'en réalité vous n'avez rien avalé de particulier, ou vous êtes convaincu d'un bienfait, et ça potentialise en fait l'effet thérapeutique, et l'effet placebo est très important dans l'accompagnement justement thérapeutique, c'est pas le sujet. L'effet nocebo, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a un composé qui peut nous faire qui peut nous générer des troubles, des pathologies, etc. Et finalement, quand on l'enlève, on va mieux. Et si on le rajoute, on va moins bien. Et on estime effectivement que, quand on regarde là aussi la littérature, environ 40% des personnes qui se disent hypersensibles non cœliaques au gluten, en fait, présenteraient un effet nocebo. C'est-à-dire que comme elles sont convaincues que ça pose problème, et quand elles consomment du gluten, elles vont moins bien, et quand elles l'enlèvent, elles vont mieux. Donc c'est peut-être une partie effectivement de l'explication, mais ça explique pas tout en tant que tel. La difficulté, c'est que pour cette hypersensibilité non cœliaque au gluten, aujourd'hui, on n'a pas de marqueur biologique, diagnostic fiable, spécifique. Donc il y a effectivement des moyens indirects de présumer en fait de cette hypersensibilité. Je vous en reparlerai par la suite, mais on n'a pas les anticorps antitransglutaminase qui sont positifs comme dans le cas de la maladie cœliaque.
une biopsie intestinale, on la fait pas de manière routinière comme ça, donc c'est très spécifique. Mais si on en fait une, entre guillemets, tout va bien, il n'y a pas d'IgA, il n'y a pas d'IgE. Alors pour les IgA, c'est un peu spécifique. On estime qu'il y a à peu près 7% de ces personnes qui présenteraient des IgA anti-gliadine, mais je ne vais pas rentrer dans trop de nuances à ce niveau-là. On a des consensus qui ont été proposés. On a notamment ce qu'on appelle les critères de Salerno qui ont été définis à la suite d'une publication en 2015 où justement des scientifiques se sont regroupés et ont créé un arbre décisionnel, un questionnaire qui permette de s'orienter vers cette hypersensibilité non cœliaque au gluten. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toute une série de symptômes digestifs, inflammatoires, ce que je vous ai indiqué, fatigue, etc. Et on arrête pendant 6 semaines complètement le gluten. Et s'il y a une réduction d'au moins 30% du score, on considère que c'est une hypersensibilité non cœliaque au gluten, sauf que il y a des biais à ça, notamment après, c'est pas que ça le protocole. Hein. On rajoute un peu de gluten et on voit s'il y a une réapparition des symptômes, etc. Et c'est un questionnaire qui n'écarte pas l'effet nocebo dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il a le mérite d'exister, mais il faut pas le prendre non plus comme une vérité absolue en tant que telle. Et quand on regarde un petit peu les améliorations des symptômes des personnes qui se disent hypersensibles au gluten, pour quasiment 85% d'entre elles, effectivement, elles disent aller mieux, mais c'est un principe autodéclaratif. Donc, il n'y a pas de marqueurs, il n'y a pas de prise de sang, etc., qui vont être recherchés en parallèle. Ce qui fait un peu la spécificité de cette réponse potentielle, c'est que on n'est pas du tout, encore une fois, dans une logique auto-immune ou autre. On fait appel à un système immunitaire qu'on appelle le système immunitaire inné, où on va activer des macrophages par des récepteurs qu'on appelle les TLR. Et je vais m'arrêter là pour le côté technique parce que je veux pas vous perdre. Mais c'est un élément qui est intéressant à garder en tête pour la suite. Je vous en reparlerai. On parle parfois des tests d'intolérance alimentaire. Là aussi, si vous vous intéressez au sujet, vous les connaissez, ces tests. On vous fait faire un test avec une analyse de 20, 30, 40 aliments et on regarde si vous êtes intolérant. Et justement, souvent, c'est plus des hypersensibilités que des intolérances si on parle de sémantique. Mais c'est des questionnaires, pas des questionnaires, pardon, des marqueurs, des analyses qui sont aujourd'hui sujets à débat. En fait, on va doser ce qu'on appelle des IgG4 et c'est plus un marqueur de réponse ou de tolérance immunitaire. C'est pas forcément un marqueur de trouble associé. Là aussi, je pourrais en faire un épisode à part entière, mais on se rend compte que vous avez des personnes qui vont avoir des taux importants de ces marqueurs et pour autant avoir des symptômes qui sont faibles, des gens qui ont des taux assez faibles et ils vont avoir des symptômes qui sont forts. Il n'y a pas forcément de corrélation entre les taux et la sévérité des symptômes. Et en fait, souvent, on va se retrouver avec des niveaux et des quantités en fait d'aliments incriminés qui peuvent être nombreux. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une autre problématique qui est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. Il faut savoir qu'on a un trépied entre notre système immunitaire, notre muqueuse intestinale et notre microbiote. Et effectivement, si on a une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre de notre microbiote pour plein de raisons, si on a une problématique de perméabilité accrue de l'intestin entre ce qu'on appelle les jonctions serrées des cellules intestinales, on peut déclencher une réponse immunitaire qui est exacerbée. Et c'est pas une réponse immunitaire comme on l'aurait dans le cas d'un pathogène, etc. C'est une réponse un peu intermédiaire. C'est là où les macrophages dont je vous ai parlé peuvent réagir et qui peuvent être le point de départ en fait d'une cascade inflammatoire pour l'ensemble de l'organisme. Et on parle d'inflammation systémique de bas grade. Et ça, c'est souvent la conjonction plutôt de facteurs comme l'hyperperméabilité intestinale, une prédisposition au niveau génétique et une dysbiose intestinale. Et une fois qu'il y a ces éléments-là, effectivement, certains aliments peuvent déclencher des réponses. Et souvent, quand vous allez faire des tests d'intolérance alimentaire et que vous allez avoir parfois
5, 10, 15, 30 aliments qui ressortent positifs, c'est souvent qu'il y a un état d'hyperperméabilité intestinale et entre guillemets, il y a beaucoup de peptides qui passent et qui normalement ne devraient pas passer et qui peuvent expliquer cette situation. Donc souvent, l'origine, c'est pas forcément l'aliment, c'est ce qui crée cette hyperperméabilité intestinale associée à la dysbiose sur un terrain génétique et qui va amener en fait à toute une série de symptômes. Et je dis pas que ces questionnaires sont inutiles et je vais m'arrêter là parce que on pourrait en parler longtemps, mais c'est un peu l'aiguille dans une botte de foin. C'est-à-dire que c'est des questionnaires, c'est des analyses qui peuvent être utiles quand déjà on a écarté un certain nombre de choses, quand on a écarté une hyperperméabilité intestinale et aujourd'hui on a des moyens de si ce n'est objectiver, en tout cas de mieux de se rapprocher en fait de la certitude d'une hyperperméabilité. Je suis un peu hésitant parce qu'en fait, effectivement, on peut pas aujourd'hui objectiver à 100% une hyperperméabilité, mais on peut utiliser des marqueurs. On va parler de LBP par exemple, qui est une protéine qu'on peut faire doser au niveau sanguin et quand cette protéine est élevée, ça traduit très souvent une hyperperméabilité parce qu'en fait, on va doser une protéine qui réagit avec des fragments de parois de bactéries du microbiote ou d'autres composés. Et on voit qu'il y a si je simplifie, une sorte de micro-inflammation qui s'initie, qui va être le point de départ justement de l'inflammation systémique de bas grade. Donc la LBP est intéressante à doser à ce niveau-là, mais c'est pas quelque chose d'exhaustif et de fiable à 100% par rapport à ça. Et puis on peut doser une autre protéine dont on va beaucoup parler par rapport au gluten, mais je m'arrête là parce que je voudrais vous le préciser davantage par la suite. Donc par rapport à ces tests d'intolérance alimentaire, si effectivement on a vérifié l'hyperperméabilité, on a mis en place un protocole, on a écarté d'autres causes et qu'on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y a des états de fatigue, de douleur, etc., articulaires, inflammatoires, systémiques, on a écarté toute pathologie d'un point de vue médical. Là, ça peut être intéressant d'aller chercher cette fameuse aiguille dans une botte de foin et si effectivement il y a un ou deux aliments qui ressortent parmi beaucoup et c'est différent encore une fois de 30 ou 40 tests positifs sur 100 aliments qu'on aura testés, ça n'a pas la même signification, ça peut être intéressant. Donc, en clair, pour terminer sur ce sujet qui mériterait plus de développement et de nuances, ces fameux tests d'intolérance alimentaire, en première intention, pour moi, c'est pas du tout la priorité. Il y a d'autres choses à faire. Mais si on veut aller explorer un peu plus loin, en fonction des personnes, ça peut être utile d'aller les doser. Mais c'est pas un système qui est fiable. Il faut savoir au niveau international scientifique, c'est pas reconnu comme un moyen de diagnostic en tant que tel. C'est juste un outil qui est à disposition potentielle. Donc, maintenant qu'on a fait un peu ce point, on va voir qu'il y a d'autres problématiques potentielles. Alors, juste peut-être pour être bien clair sur l'hypersensibilité non cœliaque au gluten, je vous indiquais que c'est différent de la réponse de type maladie cœliaque. Et en fait, c'est très lié. J'anticipe un petit peu avec ce que je vous dirai à la fin, mais c'est important que je le précise ici pour que vous compreniez aussi bien la suite. En fait, c'est très lié à une perturbation de cet écosystème intestinal. Je vous ai dit, il y a plusieurs facteurs. Il y a la dysbiose intestinale, c'est-à-dire l'altération du microbiote. Il y a l'hyperperméabilité. Et dans notre mode de vie, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer une hyperperméabilité intestinale. Et puis, cette prédisposition génétique potentielle. Et là, effectivement, le gluten peut être à l'origine de cette réponse inflammatoire dont j'ai parlé tout à l'heure avec les macrophages. Si vous voulez aller un peu plus loin, en fait, on va initier la cascade dite NF-kappa B. Donc, ça va être la petite minute très technique, mais ça, c'est une voie de signalisation cellulaire qui va être à l'origine de la production de cytokines pro-inflammatoires, notamment IL-6, TNF-alpha, IL-1-bêta, et c'est ce qui va être à l'origine du côté un peu systémique de cette inflammation de bas grade et qui pourrait expliquer, en fait, des problématiques extra-digestives. Et c'est là où je parlais d'aspects articulaires, tendineux, immunitaires, sur notamment la sphère ORL, de problématiques au niveau de la fatigue, du brouillard intellectuel, etc. Donc,
Ça, c'est un sujet qui est passionnant, qui est complexe, où il y a beaucoup de raccourcis actuellement. C'est très galvaudé. Donc, c'est pour ça que je vous propose vraiment de parler de cette notion d'hyperperméabilité intestinale et d'inflammation de bas grade dans un épisode à part entière où je vous détaillerai les facteurs de dysbiose, les facteurs d'hyperperméabilité, etc. Mais je vais m'arrêter là. Simplement, c'est quand même un peu la voie qui permet d'expliquer pourquoi on aurait une réponse inflammatoire. Et ça, c'est lié au gluten. Donc, si maintenant on met de côté le gluten, en fait, quand vous allez consommer du blé, vous allez consommer beaucoup d'autres ingrédients, molécules que simplement cette gliadine, ce fameux gluten. Et on a dans les produits céréaliers, notamment dans le blé, ce qu'on appelle des inhibiteurs d'ATI. Donc c'est un acronyme anglo-saxon, mais qui en fait est un acronyme qui traduit des protéines, des molécules qui sont produites par les végétaux pour se défendre, en fait. Donc c'est un système de défense contre les agressions. On considère que c'est à peu près 3 à 4% des protéines du blé. Il faut savoir que c'est des protéines qui vont résister aux enzymes, qui vont résister à la chaleur, et elles ont cette capacité à venir stimuler un peu la même voie inflammatoire que ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, en cas d'hyperperméabilité intestinale, d'activation des TLR, des macrophages et autres. Et il s'avère qu'en fait, quand vous consommez des céréales sans gluten, quand vous allez manger du riz, quand vous allez manger de la patate douce, de la pomme de terre, quand vous allez consommer du sarrasin, du quinoa, etc. Globalement, il y a moins d'ATI que dans le blé et que dans les céréales qui contiennent du gluten. Donc en fait, vous arrêtez les céréales qui contiennent du gluten parce que vous pensez que c'est le gluten, vous allez mieux. Et peut-être que c'est une problématique d'ATI et que c'est pas une problématique de gluten. Et il faut aussi avoir à l'esprit que, en fait, quand on regarde les variétés anciennes, je parlais de petit épeautre tout à l'heure, en fait, on a moins d'activité ATI que via du froment, par exemple. Donc, ça permet aussi de comprendre pourquoi des personnes vont mieux en consommant du pain à base de petit épeautre, par exemple, en comparaison d'un pain à base de froment. Et c'est pas une problématique de gluten. Et ça permet aussi de comprendre pourquoi des personnes qui se disent hypersensibles non cœliaques au gluten, finalement vont mieux en consommant du petit épeautre, alors que si on est puriste, dans le petit épeautre, on a du gluten. C'est par exemple quelqu'un qui est malade cœliaque ne peut absolument pas manger de petit épeautre. Donc si vraiment c'était le gluten, on pourrait se dire que le petit épeautre poserait problème. Après, on l'a vu, il y en a moins, il est moins fort. Donc chez des gens qui sont dans une phase un petit peu intermédiaire, ça pourrait se comprendre. On a aussi d'autres composés et qui font l'objet un peu de l'argument principal des anti-gluten. Je vais pas dire pro-gluten parce qu'il s'agit pas de promouvoir le gluten, mais peut-être d'être contre les modèles anti-gluten. Et le premier argument qui a été exposé, notamment dans la littérature scientifique, on a eu plusieurs essais qui ont montré que des gens qui se pensaient hypersensibles au gluten, communément appelés intolérants au gluten, mais je vous ai dit que la sémantique était pas bonne par rapport à ça, en réalité, ce seraient des personnes qui seraient intolérants au FODMAP et en particulier au fructane. En fait, les fructanes, ce sont des composés qui sont présents dans le blé notamment et qui sont des fibres ou plus exactement des glucides dits fermentescibles. C'est-à-dire que c'est des glucides que l'organisme humain ne digère pas en soi et qui va être utilisé par les bactéries du microbiote, c'est ce qu'on appelle des prébiotiques. Et la conséquence, c'est que notre microbiote va produire ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, et comme le butyrate, l'acétate, le propionate, etc. Et ces ballonnements qui vont être responsables potentiellement de ballonnements, de gaz, de troubles digestifs. Donc, et ça a été, j'ai en tête plusieurs études, je vais pas les développer parce que je suis quand même assez bavard sur le sujet, et l'émission va
l'épisode va durer 2 heures si je continue à ce rythme-là. Mais on utilisait des barres, par exemple, de céréales avec gluten, sans gluten, avec ou sans FODMAP. Et puis les gens qui, en fait, allaient mieux et se pensaient intolérants, quand ils utilisaient ce terme intolérant au gluten, mais je vous dis hypersensible non cœliaque au gluten, finalement allaient mieux. Ils allaient mieux non pas parce qu'il y avait plus de gluten, parce que en consommant des barres avec gluten mais sans FODMAP, leurs symptômes diminuaient. Donc en réalité, ça aurait été plus une problématique liée au FODMAP que au gluten, et c'est pas incompatible. En fait, c'est ça le sujet, c'est que on a tendance à opposer alors qu'en fait on est peut-être complémentaires, à savoir que on peut tout à fait présenter une intolérance au FODMAP, c'est-à-dire des ballonnements, des gaz, des troubles digestifs liés à cette consommation de glucides fermentés cibles. Et en fait, FODMAP, c'est un acronyme anglo-saxon qui englobe un certain nombre de glucides que je vais pas développer ici, mais dont les fructanes. Et donc, effectivement, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir une hypersensibilité non cœliaque au gluten par ailleurs, qui va être à l'origine de cette inflammation systémique de bas grade et de troubles extra-digestifs. Et ça, c'est un peu la limite qu'on peut donner à l'argument FODMAP, à savoir que, en fait, ça c'est en lien essentiellement avec une problématique d'ordre digestif. Mais vous avez des personnes qui présentent des problématiques d'ordre extra-digestif. Donc, en soi, ça devrait pas être lié. Donc après, si vous présentez une intolérance au FODMAP, vous pouvez présenter aussi ce qu'on appelle un SIBO, vous pouvez avoir un syndrome de l'intestin irritable, qui effectivement est associé aussi à une hyperperméabilité intestinale et à cette inflammation systémique de bas grade. Donc on voit que c'est 2 éléments complémentaires, mais qui sont pas, encore une fois, opposables. Et il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Autre problème, ce qu'on appelle les transglutaminases microbiennes. Donc beaucoup de terminologie technique dans cet épisode, je m'en excuse, mais justement comme c'est vraiment un sujet qui est soumis à débat, etc., je pense que c'est important de bien nommer les choses par rapport à ça. En fait, les transglutaminases microbiennes, ça vous rappelle peut-être le terme que j'ai utilisé tout à l'heure d'auto-anticorps anti-transglutaminase. C'est-à-dire que les transglutaminases, à la base, ce sont nos enzymes digestifs qui vont nous permettre de notamment hydrolyser les protéines de gliadine, etc., donc les protéines de gluten. Et en fait, au niveau agroalimentaire, on peut utiliser en tant qu'additif non pas des transglutaminases que nous on produit, mais des transglutaminases microbiennes, et elles vont être utilisées un petit peu en colle, en liant de protéines des protéines transformées, typiquement du surimi, de la charcuterie transformée, etc., des saucisses, de la viande reconstituée. Et là, on peut se retrouver avec ces transglutaminases qui finalement vont là aussi créer des problématiques d'ordre intestinal, avec une dysbiose intestinale, une déviation de la glutamine. Mais ça pourrait être un facteur qui explique des troubles digestifs et cet état d'inflammation associé, mais qui ne serait pas une problématique liée au gluten, qui ne serait pas une problématique liée aux ATI, qui ne serait pas une intolérance au FODMAP. Donc on voit que ça fait le 4e facteur de confusion potentielle. Donc là, c'est plus spécifique aux additifs que au blé ou autre, mais c'est une source de contamination. Et je vais en terminer avec le 5e point, qui n'en est pas moins important pour autant. C'est ce qu'on appelle alors, je vais parler de dessiccation et de problèmes de pesticides. Donc, en fait, la dessiccation, vous connaissez peut-être ce terme-là, on en a parlé depuis quelques mois avec la question des lentilles. Si vous avez suivi l'actualité, effectivement, on a mis en évidence que certaines lentilles contenaient du glyphosate en grande quantité parce qu'elles étaient non pas produites en France, même si elles étaient sous une marque française, mais elles étaient produites notamment au Canada, aux États-Unis. Et en fait, la dessiccation, c'est une pratique agricole qui va permettre en fait d'utiliser des pesticides, et notamment le glyphosate, non pas pour la culture générale du blé, si on parle du blé, mais pour faciliter la récolte, assécher la plante et faire en sorte que ça se récolte plus facilement, plus rapidement. Il faut savoir qu'en France, la dessiccation du blé, elle est interdite.
Et là, je parlais des légumineuses, c'est pareil. Mais en fonction des réglementations, selon les pays, on peut avoir une autorisation plus ou moins importante. Et effectivement, au Canada, aux États-Unis, qui sont des gros producteurs, notamment de blé, on a cette dessiccation qui est autorisée parfois jusqu'à 14 jours, voire 7 jours avant la récolte. Donc le problème, c'est quoi ? C'est qu'on va retrouver des résidus de glyphosate, si on reste sur cet exemple de pesticide, dans les farines, dans le grain, mais après dans la farine. Contrairement, par exemple, à la France, où justement, comme il n'y a pas cette dessiccation, le risque de contamination résiduelle reste quand même beaucoup plus faible. Et d'ailleurs, les seuils d'autorisation de glyphosate dans les farines n'est pas le même non plus selon les pays. À savoir que, je dis ça de mémoire, mais aux États-Unis, on autorise 1,75 mg par kilo de poids corporel par jour en dose maximale, 1,75 ou 1,50. Au Canada, ça doit être du 0,3, je crois. Et en France, ça doit être du 0,5 mg. Et l'Europe est en train de statuer pour essayer de le faire diminuer à 0,1 mg. Donc, vous voyez qu'entre 0,3 ou 0,5 et 1,75, il y a un facteur de plus de 1 à 3, voire 1 à 4. Donc, ça veut dire que les quantités résiduelles sont pas les mêmes du tout. Et avec l'industrialisation, avec la mondialisation plutôt, aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver avec une farine pour faire du pain, mais cette farine, elle est issue de blés qui ont été récoltés outre-Atlantique. Et on le sait pas forcément. Et c'est l'exemple de la lentille qui est, pour le coup, un bon exemple pour mettre en évidence cette problématique de dessiccation de glyphosate. Et pourquoi je vous en parle ? Tout simplement parce qu'en fait, ce glyphosate, c'est un pesticide, c'est un biocide, mais ça veut dire qu'il est aussi délétère pour votre microbiote. Et sur une publication, on a démontré que 54% des espèces de bactéries du microbiote étaient sensibles au glyphosate. Donc la question, c'est quelle est la quantité résiduelle de glyphosate que vous allez avoir dans votre pain ou dans votre farine, pour votre blé, pour votre pâte, pour vos pâtes, etc. Et c'est la grande inconnue, parce qu'on n'a pas de moyen aujourd'hui de savoir quel est le taux résiduel. Après, il y a la question du bio, etc. Mais en fait, ce glyphosate se retrouve dans l'aliment. Ce glyphosate, une fois ingéré, va être au contact des bactéries du microbiote et malheureusement va contribuer à la dysbiose intestinale, à cette perturbation de l'équilibre. Et on a plusieurs études, je pense notamment à Fasano, qui est un auteur qui a pas mal publié sur le sujet, où on voyait des corrélations entre l'augmentation de l'hypersensibilité non cœliaque au gluten et l'augmentation de l'usage notamment du glyphosate, des pesticides. Après, c'est simplement de la corrélation, il n'y a pas de causalité, mais il y a quand même une vraie question qui se pose autour de ça, et notamment parce que le glyphosate va détruire des bactéries qui sont très bénéfiques, et ce qu'on appelle les lactobacilles, qui vont produire des acides gras à chaîne courte, qui sont très bénéfiques pour notre santé, les fameux butyrates, propionates, acétates, etc. Donc c'est un autre problème potentiel autour du blé. Donc vous voyez que la question, elle n'est pas du tout uniquement liée au gluten, elle est liée, on va dire, au blé et à tout ce qu'il y a autour, et on va continuer à en parler parce que c'est pas fini. Il y a un autre sujet qui est la fermentation. C'est-à-dire que quand vous allez prendre votre pain, il peut être issu d'une fermentation à la levure, donc une fermentation qui est courte, qui est rapide, ou d'une fermentation au levain. Et attention à ce sujet, vous avez des boulangers parfois qui vont vous vendre du pain avec le terme levain, mais où il y aura eu aussi une fermentation à la levure, justement pour gagner en temps, donc en productivité, entre guillemets. Donc là, je vais vous parler du pain au pur levain, c'est-à-dire une fermentation longue, et on va avoir un développement des bactéries lactiques. Et ça, c'est très intéressant par rapport au gluten, parce qu'en fait, ça va permettre d'avoir une meilleure dégradation de la fameuse gliadine dont j'ai parlé. On a des études qui montraient que, justement, quand on avait une fermentation au levain, on retrouvait plus de quantité de proline, de ce qu'on appelle l'acide glutamique, acide aspartique, ce qui montrait qu'il y avait eu, en fait, une fragmentation de la protéine de gliadine, davantage qu'avec la levure. Donc on peut pas dire que le vin est magique et que ça va tout dégrader. On voit juste que comparativement à de la levure, on a une hydrolyse qui est quand même un peu plus importante, et notamment sur les fractions de peptides qui peuvent être considérées comme problématiques, comme je vous parlais du peptide 33 mer, etc.
Et d'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais on a des études, je pense à une étude qui a été publiée dans Cell Metabolism, là, qui indiquait que le fait de consommer un pain au pur levain versus un pain à la levure avait un impact sur la réponse glycémique qui était plus important que le critère farine complète ou farine blanche, c'est-à-dire dépourvue des fibres. Et ça s'explique avant tout par l'interaction en fait de ce levain, notamment avec le microbiote intestinal, qui est impliqué dans la sensibilité à l'insuline et autres. Donc, je ferme cette parenthèse parce que je m'éloignerai un petit peu du sujet, mais c'est pour montrer que le levain, effectivement, il interagit avec le microbiote et il interagit aussi avec le bol alimentaire en tant que tel. Et il y a cette question qui peut se poser autour du gluten. Donc, très clairement, ce que je vous recommande, si vous mangez du pain, indépendamment de la farine, c'est d'avoir un pain au pur levain à fermentation longue. Et si je vais plus loin, justement, sur le sujet, je vous recommande dans tous les cas d'aller plutôt vers des variétés anciennes, et notamment le petit épeautre dont j'ai parlé tout à l'heure, pour les raisons que j'ai mentionnées. Et c'est vrai que quand vous allez comparer un pain à la levure, fabriqué très rapidement, avec de la farine raffinée, de froment, avec une origine qui n'est pas forcément idéale, avec cette histoire de dessiccation, etc., tout ce que je vous ai expliqué, on peut absolument pas le comparer avec un pain au pur levain, au petit épeautre, bio, avec une farine qui est issue d'un paysan boulanger, c'est-à-dire que le paysan a fait son propre blé, sa propre culture, et il l'a utilisé pour faire du pain derrière. Et on a aujourd'hui de plus en plus de boulangers qui sont dans cette dynamique, dans cette filière, et ça donne des pains de très bonne qualité qui sont en général beaucoup mieux toléré, et c'est j'ai envie de dire un raisonnement qui est vertueux à tous les niveaux. Là aussi, on pourrait en reparler en dehors de ce sujet. Donc on peut absolument pas comparer les deux, et il y a ces histoires d'ATI, et je vous ai expliqué que dans le petit épeautre par rapport au froment, vous avez pas les mêmes quantités non plus, donc c'est vraiment incomparable. Donc si vous aimez le pain, je peux que vous conseiller d'aller vers cette histoire de cette orientation de pain en levain, etc., tout ce que je vous ai précisé. Donc, en conclusion un petit peu de tout ce que je vous ai indiqué, vous comprenez peut-être que le gluten et le blé qui véhicule le gluten, après je pourrais parler du seigle, etc., mais voilà, on va rester sur l'histoire du blé, c'est autant qu'une cause, qu'une conséquence en fait de cette inflammation systémique de bas grade, dans laquelle est fortement impliqué le microbiote intestinal et l'intégrité de notre muqueuse intestinale. Et d'ailleurs, quand on dose un marqueur que je vous ai cité tout à l'heure, qui s'appelle la zonuline, qui est une protéine responsable des échanges osmolaires, donc qui est produite par l'organisme, les échanges osmolaires au niveau intestinal. Quand on donne du gluten à des personnes qui sont malades cœliaques, on a une quantité de zonuline qui augmente fortement et avec un taux qui va durer longtemps. Quand on prend des personnes qui se disent hypersensibles non cœliaques au gluten, on va avoir un taux de zonuline qui est moins fort, avec une durée moins longue en termes de présence, mais plus longue et plus importante que des personnes qui ne se plaignent pas justement du gluten. Donc il y a bien quelque chose, même s'il y a plein de facteurs confondants, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, il y a bien quelque chose qui se passe, et notamment chez des gens qui ont une prédisposition par rapport au système HLA au niveau génétique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, cette zonuline, elle peut être dosée dans une prise de sang. C'est pas un marqueur complètement spécifique, il peut être remis en question, et c'est pas le sujet ici. C'est juste un indicateur avec la LBP dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peuvent nous aider à hypothéquer finalement cette hyperperméabilité intestinale. Et puis on pourra aller plus loin sur d'autres marqueurs, mais là l'épisode durait 3 heures, donc c'est pas le sujet. Et ça permet
vraiment de comprendre cette notion-là de problématique générale. Pourquoi vous avez des personnes qui ont des syndromes de l'intestin irritable avec cette problématique de gluten, pourquoi il y a des problématiques inflammatoires extra-digestives, pourquoi c'est pas une maladie cœliaque, pourquoi c'est pas qu'une question d'intolérance au FODMAP, etc. Donc je trouve que on a vraiment besoin d'humilité par rapport à ça, et on peut pas tomber dans un dogme dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire tout objecter sous principe qu'on n'a pas un marqueur fiable qu'on peut utiliser, et à l'inverse considérer que le blé ou le gluten est responsable de tous les maux, parce qu'on c'est pas le cas, et parce que il y a plein de nuances à apporter à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, encore une fois, l'histoire du microbiote est quand même assez clé à ce niveau-là, et plus on avance et plus on s'en rend compte par rapport à ça. Je terminerai peut-être juste avant de vous donner les conseils pratiques pour conclure vraiment, mais juste un dernier point qui est aussi sujet à débat, c'est ce qu'on appelle les exorphines. Donc ça, c'est encore une autre catégorie de protéines qui vont être présentes dans certains aliments et qui peuvent jouer sur, on va dire, l'équilibre du système digestif, pour faire simple, sur la motilité intestinale, sur la production de mucus, etc. Et on parle de glutéinomorphine, de caséinomorphine, etc. Et ça, j'en parlerai dans un autre épisode, parce que non, je vais vous perdre définitivement. Donc en conclusion, déjà, peut-être aussi rassurer, j'ai envie de dire, les gens qui ne mangent pas de gluten, ou qui mangent sans gluten. Parce qu'en fait, vous avez aussi tout un discours, et vous avez des publications sur le sujet qui vont vous indiquer qu'il faut surtout pas manger sans gluten, parce que c'est source de carences nutritionnelles. C'est source d'autres problématiques que je évoquerai après, mais au niveau des carences nutritionnelles, on parle beaucoup du problème de calcium, du problème du fer, des apports en fibres, en vitamines du groupe B, etc. Et effectivement, quand on regarde la littérature, on se rend compte qu'il y a des problématiques par rapport à ça. Mais c'est pas un problème de gluten, en fait. C'est un problème de modèle alimentaire associé au fait de manger sans gluten. Et ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup de gens mangent sans gluten, mais vont s'orienter vers des aliments ultra transformés sans gluten. Et on le sait aujourd'hui, alors là je fais une généralité parce que je peux pas parler d'un produit à part entière, mais vous avez en général beaucoup plus d'émulsifiants pour essayer de reproduire en fait cette texture qu'on a grâce au gluten, d'élasticité, de conservation dont je vous ai parlé précédemment. On va utiliser également plus de graisses, en général des graisses plutôt de mauvaise qualité, des acides gras trans, on va rajouter du sel, etc. Donc au final, on se retrouve avec des aliments vraiment ultra transformés, y compris des pains de mie industriels, etc. Je pense que vous connaissez un petit peu tout ça. Ça coûte déjà beaucoup plus cher. Il y a une étude qui montrait qu'en moyenne, les aliments ultra transformés sans gluten étaient 242% plus chers que les produits équivalents à base de gluten. On a une étude également qui a montré des niveaux de contaminants plus élevés. C'était une étude qui est parue aux États-Unis, qui a été réalisée aux États-Unis et qui est sortie en 2016 ou 2017 de mémoire, et qui indiquait que les gens qui mangeaient sans gluten avaient des taux d'arsenic qui étaient 2 fois plus élevés dans le sang que les personnes qui ne mangeaient pas, qui mangeaient entre guillemets normalement, c'est-à-dire avec gluten. Et il y avait 70% de mercure en plus chez les personnes qui mangeaient sans gluten. Mais pourquoi ? Parce qu'ils mangeaient avant tout beaucoup plus d'aliments ultra transformés, notamment à base de farine de riz. Et dans le riz, on a une problématique d'arsenic, je vous en ai déjà parlé, raison pour laquelle je vous le redis, mais vraiment rincez abondamment votre riz et cuisez-le dans un grand volume d'eau pour éliminer au moins 70-80% de l'arsenic présent. Donc c'est vrai que si vous mettez à manger ultra transformé qu'avec des produits qui contiennent des farines de riz, ou vous mangez du riz tout le temps, eh ben vous allez augmenter votre contamination en arsenic. Mais c'est pas un problème sans gluten, c'est un problème de monotonie alimentaire, c'est un problème de choix par rapport aux aliments bruts, d'aller justement vers des produits ultra transformés. Et si vous mangez des légumineuses, et en fait quand vous regardez les sources de féculents, c'est-à-dire de céréales, de légumineuses sans gluten, vous avez le riz, vous avez le quinoa, le sarrasin, la pomme de terre, la patate douce, les lentilles, les fèves, les haricots secs, les pois cassés, les pois chiches, etc. Donc en fait, il y a plein de sources d'amidon qu'on peut avoir dans notre alimentation. Alors après, ça dépend de la tolérance de chacun, bien évidemment, mais on peut avoir une variété très importante.
et arrêter de manger du blé et ne pas être en carence nutritionnelle. Et ça, c'est d'ailleurs un biais qui est très très fréquent dans les publications. Je vous en parlerai très souvent, mais souvent on va analyser en fait un critère dans une publication, et c'est le propre d'une publication que d'isoler les facteurs confondants, c'est-à-dire ce qui pourrait expliquer des biais d'interprétation. Sauf que si on regarde, si une personne mange sans gluten, elle peut manger, entre guillemets, n'importe comment sans gluten, avec des aliments ultra transformés, des graisses de mauvaise qualité, etc. Ou elle peut manger de très bonne qualité sans gluten. Sauf que ils sont mis un peu dans le même groupe, et là, il y a beaucoup de confusion. Donc non, manger sans gluten n'est pas problématique pour votre santé, à partir du moment où, encore une fois, vous mangez varié, où vous savez être accompagné, où vous savez choisir vos aliments. Donc, et c'est ce que j'allais vous dire, je vous conseille d'être accompagné par un professionnel qui va vous guider pour éviter justement ces problématiques de carence. C'est pas une fatalité du tout, mais ça demande simplement d'avoir une vigilance par rapport à ça. Une autre notion qui, pour le coup, est aussi importante à considérer, c'est effectivement les risques si ce n'est de troubles du comportement alimentaire ou d'orthorexie, effectivement d'obsession autour du gluten, parce que, on l'a vu, le gluten, il y en a partout. Donc, si je vous dis d'arrêter de manger du gluten, vous allez arrêter de manger beaucoup de choses. Et quand vous êtes à l'apéro, quand vous êtes au repas d'anniversaire, peu importe au restaurant, etc., ça limite beaucoup de choix. Et on sait aujourd'hui, on a vu des publications où des gens avaient tendance à se désociabiliser parce que, en fait, ils préféraient rester chez eux que d'aller dans des restaurants et puis se confronter à ces problématiques de choix sans gluten. Maintenant, quand on regarde les balances bénéfices-contraintes, je pense notamment à une publication qui l'a bien analysé, il y avait quand même, pour des gens qui sont réellement hypersensibles non cœliaques au gluten, je ne parle pas des malades cœliaques, mais finalement un bénéfice supérieur aux contraintes qui faisait que les gens perduraient. Mais c'est vrai que c'est pas simple du tout, ça demande beaucoup d'adaptation, surtout au départ, le temps de retrouver un peu ces nouveaux réflexes. Et puis, si au contraire vous n'êtes pas concerné, c'est dommage d'aller générer ces frustrations, d'aller générer toutes ces contraintes, alors qu'en fait, il y en a pas besoin en soi. Donc en clair, qu'est-ce que je peux vous conseiller par rapport à ça ? La priorité, c'est déjà de limiter fortement les aliments ultra transformés si vous en consommez, et qui contiennent du gluten. Donc encore une fois, lisez les étiquettes, vous allez voir qu'il y en a partout. Alors c'est avec les noms de blé, de farine, alors ça peut être orge, blé, de avoine, seigle, avoine, blé, orge. Voilà, j'en avais oublié un, mais je voulais vous le dire, en fait, l'amidon, parce que vous allez dans les listes d'ingrédients, vous voyez souvent amidon et vous savez pas quelle est forcément l'origine de cet amidon. Alors par rapport aux allergènes, c'est obligatoire, mais des fois il y a des sortes de confusions un peu qui peuvent se présenter. On peut parler de maltodextrine, etc., et qui font qu'on ne sait pas véritablement, entre guillemets, d'où vient la farine en tant que telle, et privilégier, je vous mentionnais plutôt du petit épeautre, si vous pouvez, au niveau du pain, au niveau des pâtes. Je dis si vous pouvez, parce que c'est vrai que c'est plus cher, déjà, c'est certain. Quand vous achetez un pain de petit épeautre, aujourd'hui c'est pas donné. Alors l'idéal, c'est d'apprendre à le faire vous-même, et il faut avoir la main, parce qu'effectivement le pain est plus dur à lever. Vous pouvez aussi en consommer moins, mais pour avoir quelque chose de meilleure qualité. Et puis il y a le riz, le quinoa, le sarrasin, la châtaigne, la patate douce, les légumineuses, etc., que je vous ai mentionné. Donc il y a plein de moyens d'avoir des choses très sympas dans l'alimentation qui n'ont pas de gluten. Si pareil, vous consommez des aliments ultra transformés, évitez ce qui contient les fameuses transglutaminases, c'est-à-dire le surimi, les charcuteries transformées, etc. Si vous consommez du pain, je vous mentionnais vraiment avec du levain, fermentation longue, donc du pur levain, privilégiez donc plutôt les farines anciennes, diversifiez vraiment votre alimentation au global, parce qu'il n'y a pas un aliment idéal, et l'idée, l'objectif, c'est que un aliment qui présente certains inconvénients, finalement ne pose pas de problème pour autant pour la santé, parce qu'il est
il est entre guillemets noyé parmi la consommation d'autres aliments. C'est l'exemple du riz où l'idée c'est pas de consommer du riz 2 fois par jour si vous souhaitez manger sans gluten, parce que là effectivement il y a ce risque notamment d'arsenic qui pourrait se présenter et pas que. C'est juste vous donner un exemple à ce niveau-là. Mais le problème de fond, à mon sens, il n'est pas lié au gluten. Oui, il y a une problématique aujourd'hui de surexposition au gluten, notamment par les aliments ultra-transformés, par les produits panifiables dans lesquels on rajoute du gluten, et notamment ces blés, entre guillemets, plus modernes. Donc, de réduire, d'être dans une consommation plus modérée, ça peut être que positif, mais c'est surtout de s'intéresser à l'intégrité de notre écosystème intestinal et aux facteurs qui peuvent expliquer l'hyperperméabilité de l'intestin, qui peuvent expliquer la dysbiose intestinale. Et selon notre génétique, on aura une fragilité plus ou moins importante par rapport à cette problématique, parce que ça pourrait être différent pour d'autres problématiques, bien entendu. Et une fois qu'on a écarté la maladie cœliaque, la dermatite herpétiforme, l'ataxie au gluten ou l'allergie au blé, tout ce que j'ai évoqué, ou l'intolérance au FODMAP. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir plus clair, même si j'ai été obligé de rentrer dans pas mal de détails. Mais ma conclusion, elle est que non, le gluten n'est pas le grand coupable de tous les maux comme on peut l'entendre, mais sa consommation n'est pas anodine, et notamment à travers le blé tel qu'on le consomme aujourd'hui et notamment à travers tous ces aliments ultra transformés. Ça mérite quand même une modération. Et puis après, en fonction de votre situation personnelle, je vous recommande, si vous vous sentez concerné, d'aller vers un professionnel de santé formé à ce sujet, qui saura vous guider, qui saura vous aider. Je parlais de mesures de LBP, de zonuline, qui sont des éléments qui vont aider le professionnel à, si ce n'est diagnostiquer, en tout cas d'avoir une vision assez claire sur votre situation et de vous aider à effectivement peut-être avoir un modèle d'éviction pendant quelques semaines du gluten, de voir comment ça évolue pour essayer de réintroduire au maximum les aliments dans un deuxième temps, en parallèle d'un travail de fond sur notamment votre écosystème intestinal. Et ça mérite vraiment un accompagnement plus que de considérer que tout est mauvais ou que rien ne l'est sur un principe de croyance en tant que tel. Donc je vous invite à liker, à partager cet épisode, le podcast, si vous l'avez apprécié. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.